Je réponds que si les Français aiment pas trop les gens qui braillent et qui vitupèrent, ils devaient pas trop apprécier l'intervention de Louis Alliot, juste que vous venez de passer, parce que il était un petit peu énervé. Non, sérieusement, le Rassemblement national essaye de masquer la réalité de ce qui va se passer en début de semaine prochaine, c'est-à-dire qu'en début de semaine prochaine, il va y avoir un vote sur la censure de ce gouvernement. Et le Rassemblement national, alors qu'il a le choix, il peut s'inscrire dans l'opposition en votant pour cette motion de censure, a déjà annoncé qu'il ne le ferait pas. Et donc ça sert à rien de parler très fort pour essayer de compenser cette complaisance avec le gouvernement d'Elisabeth Borne. Le mieux, c'est les actes. Et les actes, ça sera lundi prochain, et on verra si ce que je dis là va se vérifier ou pas. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est que le comportement hier pendant le discours d'Elisabeth Borne a été peut-être un peu surprenant, manquait peut-être un peu de respect, était peut-être choquant pour peut-être même vos électeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a eu une intervention d'Elisabeth Borne, et il y a eu, comme il y a toujours à l'Assemblée, des réactions. Lisez le compte-rendu, je l'ai fait tout à l'heure, de la séance de l'Assemblée nationale d'hier. Parfois, il y a des interventions de députés de mon groupe, c'est vrai. Parfois, il y a des interventions de députés LR. C'est vrai que le Rassemblement national a fait peu d'interventions, puisque une fois qu'Elisabeth Borne a terminé son intervention, ils sont tous partis, et il n'y avait plus personne dans l'hémicycle. Donc c'est vrai qu'on ne les voit pas dans le compte-rendu des interventions. Mais ils l'ont écouté silencieusement, Elisabeth Borne. Mais ils ont le droit, mais Sans nous aussi, salut. nous l'avons écouté. Oui, Mais salut. écoutez, franchement, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, heureusement qu'il y a un peu de débat. Enfin, franchement, Salut. Mais sujet... quand vous criez on vote, c'est pas vraiment du débat. Alors, si ce qui vous a choqué dans la Je n'ai pas dit que séance... ça m'avait choqué, mais je vous interroge. Ou si ce qui vous a embêté dans la séance d'hier, c'est le fait que quelques députés aient crié on vote, effectivement, on n'a pas la même conception de la démocratie. Moi, ce qui m'a Vous avez choqué... dit du débat, c'est pas un débat. Mais ni du débat. Moi, ce qui m'a choqué hier, c'est qu'on a eu pour la première fois depuis très longtemps une première ministre qui vient devant l'Assemblée nationale, qui délivre un discours de politique générale, qui ne demande pas la confiance des députés à l'Assemblée nationale. C'est pas la première fois, vous le savez, on va pas refaire la liste. Je n'ai pas dit que c'était la première fois. Non, c'est ça. Ce que je suis en train de dire, Oui. c'était la première fois depuis très longtemps. Et c'est la première fois depuis, et ça, vous pourrez le vérifier, que le calendrier législatif fait que les élections législatives ont lieu 2 mois après les élections présidentielles. Et c'est donc la première fois qu'un président qui a été élu au mois d'avril et qui n'a pas obtenu la majorité absolue au mois de juin nomme une première ministre, un gouvernement qui ne vient pas demander la confiance devant l'Assemblée nationale. Je veux bien qu'on ne refasse pas le débat, mais comme vous m'interrogez sur la séance d'hier, je vous dis, moi, ce qui m'a choqué hier. Alors, on reste sur hier, si vous voulez bien, parce qu'il y a eu 1 ou 2 polémiques. Moi, j'en ai pas trop parlé hier, mais j'ai vu que quand même la polémique existait. Donc, on va en reparler. Les phrases de Mathilde Panot, quand elle a évoqué le mot et qu'elle a dit « Madame la Première ministre, vous êtes une rescapée ». Alors, hier, moi, c'est vrai qu'Elisabeth Borne, elle a évoqué son père qui n'était jamais revenu des camps, donc ce mot a choqué. Elle a dit « Évidemment, je ne pensais pas à cela ». Mais ça veut dire qu'elle n'a pas écouté ce qu'elle disait, parce que si elle avait écouté, elle aurait changé le mot. Elle aurait mis sauver des eaux, j'en sais rien, secouru au bord de l'apoplexie, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais elle aurait pas fait ça, non? Ça, c'est juste de l'écoute, quoi. Franchement, Rotel Krief, franchement. Ben, franchement. Alors, vous allez aller interroger les journalistes du JDD qui, quelques jours après le résultat des élections législatives, ont titré un article « Les 7 ministres rescapés du gouvernement Macron ». Et vous allez leur demander si c'est parce qu'ils n'étaient pas au courant de l'histoire personnelle de Madame Borne ou si c'est parce qu'ils ont fait exprès. Écoutez, franchement, tout ça n'est pas sérieux. Moi, je pense que c'était une maladresse. Bon, mais attendez, la question que je vous pose, c'est pourquoi elle n'a pas entendu et qu'elle ne s'est pas dit « Bon, c'est pas un mot bienvenu ». Une polémique parce non, pas initié, je la reprends. Non, mais vous dites des gens ont été choqués dans ce pays. Écoutez, à part quelques personnes, des spécialistes de la polémique montée de toutes pièces sur les réseaux sociaux, personne n'a été choqué. Dans l'hémicycle, à la fin du débat, personne n'est venu voir Mathilde Panot en lui disant pourquoi vous avez utilisé ce mot. Donc maintenant, moi, je vais vous dire les choses franchement. Attendez, laissez-moi juste dire ça. Oui, bien sûr. On est dans un affrontement qui est un affrontement politique, je l'assume. Il est jamais personnel. Donc moi, je dis les choses très clairement. Si Madame Borne, elle a pris ce mot comme étant une évocation de son parcours personnel, je crois pouvoir dire, y compris au nom de Mathilde Panot, qu'elle en est désolée. C'était pas du tout l'intention. Voilà. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut être un peu sérieux. Ce qui était intéressant hier, c'était les arguments qui ont été échangés. On va pas lancer une polémique sur ce sujet. Parce que sinon, il y a des mots qu'on pourra plus jamais utiliser dans le débat politique. Alors, on va finir là-dessus, parce que vous dites que c'est quelques personnes. C'est quand même David Assouline, le sénateur PS sur Twitter, qui dit que c'est votre indifférence totale là-dessus qui pose problème. La compassion minimum, c'est de ne pas utiliser ce mot. Combien de fois Madame Panot a-t-elle utilisé ce mot dans le passé vis-à-vis d'autres personnes pour décrire la même situation? Et puis, attendez, je finis. Et puis, ce qui peut surprendre aussi, c'est François Ruffin, ce matin, chez Elisabeth Martichoux. Il dit « ce n'est pas une maladresse ».
Elle est rescapée d'une catastrophe électorale. C'est pas une maladresse. Écoutez. Donc, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Mais je dis ne franchement. veux pas vous dire que c'est vous pas qui très élégant, franchement. Mais attendez, mais franchement, bon. vous me parlez de ma compassion ou de. J'ai dit les choses clairement. J'ai dit que si Madame Borne s'était sentie visée personnellement, c'était pas du tout notre intention. Et je crois pouvoir dire que Mathilde Panot, elle partage ce que je pense là. Mais une fois qu'on a dit ça, franchement, on passe à autre rester chose. sur les vrais sujets politiques. Alors, les vrais sujets politiques, c'est la motion de censure que vous allez déposer. Et puis pour le pouvoir d'achat, on va en parler. La motion de censure que vous allez déposer, qui va être discutée lundi après-midi. Vous espérez avoir les 151 voix. Combien vous espérez avoir de voix? Vous avez fait vos comptes Il y a un vote, donc... non, mais la totalité, c'est-à-dire la totalité de la NUP, c'est combien? C'est 151 personnes. D'accord. Donc il faut 151 voix pour vous. Peut-être davantage, non? Quand on dépose une motion de censure, si d'autres députés... il y a Nicolas Dupont-Aignan qui va voter avec si d'autres, mais ça s'adresse ni à l'un ni à l'autre, ça s'adresse à l'ensemble de la représentation parlementaire. Et la déclaration des motifs de cette motion de censure est très claire. C'est une motion de censure qui est déposée en réponse à l'absence de vote de confiance demandé par Elisabeth Borne et son gouvernement. Et oui, c'est important de dire que les parlementaires doivent être respectés dans leur volonté de pouvoir se prononcer sur la feuille de route qui a été proposée hier par la Première ministre. Et donc c'est légitime qu'il y ait ce vote. Ensuite, les parlementaires qui partagent la feuille de route de Mme Borne ne voteront pas cette motion de censure. Et ceux qui s'y opposent ou ceux qui ne sont pas d'accord avec cette feuille de route voteront cette motion de censure. Et puis ça clarifiera les choses. Et du coup, vous prenez le risque de montrer que si c'est minoritaire, même 151 voix ou 153 ou 155, qu'il n'y a pas de majorité alternative. Et que donc, d'une certaine façon, à contrario, elle a une forme de majorité silencieuse, quoi. Non, elle n'a pas une majorité silencieuse. Elle a une minorité. Elle a une majorité relative, si vous voulez. Et on verra si elle est renversée lundi. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que cette situation reste en l'état. Mais cette situation, elle ne va pas pouvoir rester en l'état tout le temps. Vous le savez très bien. Il y a une situation en quelque sorte d'instabilité politique. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui qui s'est exprimée à l'Assemblée nationale pour soutenir la politique de Mme Borne. Et ça, tôt ou tard, on le verra. Mathilde Panot a dit dans son discours qu'elle contestait la légitimité d'Elisabeth Borne comme chef de gouvernement. Si votre motion de censure n'est pas adoptée, est-ce que du coup vous en tirerez comme conséquence qu'elle est légitime? Non, je pense que pour tester sa légitimité, l'outil numéro 1, c'était le vote de confiance. Oui, mais vous utilisez le numéro 2. Oui, mais vous savez très bien que l'outil numéro 2, en quelque sorte, c'est peut-être un peu technique pour ceux qui nous écoutent, c'est un outil inversé. C'est-à-dire que dans un vote de confiance, vous votez pour donner la confiance. Dans un vote de censure, vous votez pour censurer. Donc si on ne censure pas, elle est légitime. Vous voyez qu'il y a une nuance. Mais le RN n'aurait pas voté contre la confiance, de toute façon, donc c'était pareil. Je sais pas ça. Parce qu'ils vont pas voter la censure. Oui, vous avez l'air bien informé. Ouais, mais écoutez, je vous le dis. Franchement, si vous voulez, on peut rentrer dans ces débats. Non, mais bon, honnêtement, alors... le sujet, c'est est-ce que vous trouvez ça normal? Enfin, je sais pas. Il me semble que les gens qui nous écoutent, à mon avis, je crois, trouvent normal que quand on présente une feuille de route devant l'Assemblée nationale après des élections législatives, on tienne compte du résultat et donc on demande l'avis de la représentation parlementaire. Valérie Nataf. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, si je vous entends bien, ce que vous souhaitez, c'est une dissolution. Et donc, est-ce que vous pensez pouvoir remporter cette fois-ci, pour emmener Jean-Luc Mélenchon à Matignon, de nouvelles élections législatives? Mais moi, je sais pas, je souhaite une dissolution. C'est ce que vous êtes en train de... La chute du gouvernement, en tout cas. La chute du gouvernement. Et si ça ne marche pas cette fois-ci, on peut recommencer. Vous n'avez droit qu'à trois motions de censure par législature. Si cette motion de censure était votée, qu'est-ce qui se produirait? Il ne se produirait pas automatiquement une dissolution, vous en êtes d'accord? Si cette motion de censure était votée, ce gouvernement tomberait. Et donc, Emmanuel Macron serait obligé peut-être de discuter davantage avec les autres formations politiques, de proposer un autre gouvernement, de modifier la feuille de route qu'il propose pour voir si cette fois il arrive à réunir une majorité. Ce serait ça la première étape. On n'arriverait pas immédiatement à la dissolution. Moi, ce qui m'a marqué dans le discours d'hier, excusez-moi, peut-être que vous ne partagerez pas mon avis, mais moi qui étais à l'intérieur et qui ai écouté attentivement, justement, ce qui m'a marqué, c'est que j'avais l'impression d'assister à un meeting de présentation du programme d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas vu les inflexions, je n'ai pas vu qu'est-ce qui a été changé, je n'ai pas vu dans quelle mesure Elisabeth Borne tenait compte du résultat des élections législatives. Sur les retraites, je ne l'ai pas vu. Sur les retraites, vous n'avez pas entendu d'inflexion? Une réforme qui n'est pas ficelée, qui n'est pas à prendre ou à laisser? Ça, c'est ce qu'elle dit depuis le début. On n'a rien appris sur les retraites, écoutez, donc la page est blanche. Non, vous avez rien appris, juste le fait qu'elle confirme sa volonté de reporter l'âge de départ à la retraite. Elle a dit, alors on revient, elle a dit on travaillera plus longtemps, mais il n'y a pas de date et il n'y a pas de... Voilà, ça c'est pour ceux qui étaient pour.
Pour ceux qui étaient favorables à la retraite à 65 ans, ils ont trouvé que c'était flou. Vous trouvez qu'il y en avait trop. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Mais il y en a qui ont trouvé qu'il n'y avait pas assez. Donc voilà. Si vous voulez, mais si vous comprenez autre chose de il va falloir travailler plus longtemps qu'il va falloir reporter l'âge de départ à la retraite, je veux bien que vous m'expliquiez comment. Pour moi, c'est très clair. En tout cas, elle n'a pas changé, elle n'a pas dit, elle n'a pas fait une déclaration en disant je tiens compte du fait qu'une majorité des Français sont opposés au report de l'âge de départ à la retraite et donc j'abandonne cette réforme. Elle aurait pu le faire. Là, sans doute, elle aurait tenu compte du résultat des élections législatives. Et du coup, vous n'auriez pas déposé votre motion de censure, par exemple? Je ne sais pas si juste parce qu'elle aurait dit ça, on ne l'aurait pas fait. Je ne sais pas. Elle était déposée avant. avant le Elle était discours. déposée avant. Ouais. Mais attendez, mais ça, moi, nous, on s'en est pas caché. Je vous ai expliqué précisément la raison pour laquelle on a déposé cette motion de censure qui est une sorte de vote de confiance inversé. Vous avez pu hier lui répondre à Elisabeth Borne, et le Parlement est devenu le lieu de la délibération démocratique, et c'est là que se fait le pouvoir. Et au Parlement, il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'hier, vous vous êtes pas dit, c'est quand même dommage qu'il ne soit pas là, et est-ce que chaque jour, le fait qu'il ne se soit pas présenté n'apparaît pas comme une erreur politique? Non, moi hier quand j'ai assisté à l'intervention de Mathilde Panot, je me suis pas dit ça, je me suis dit au contraire que j'étais fier d'avoir une présidente de groupe qui, à mon avis, vous allez me dire, je suis peut-être pas objectif, mais à mon avis était la meilleure oratrice de cette séquence d'intervention. Je le pense sincèrement. Donc je me suis pas du tout posé cette question. Panot, mais la présence politique de Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est pas parce qu'il n'est pas présent physiquement à l'Assemblée nationale qu'il participe pas de notre réflexion collective, stratégique, tactique. Manuel Bompard, je vous confirme qu'en effet, il est intervenu sur une chaîne de télévision avant même que Mathilde Panot ne parle. Bah, comme quoi, vous voyez, on peut faire les deux. On peut intervenir vous à l'intérieur de Vous l'hémicycle. trouvez que c'était chic? Mais Vous trouvez que c'était sympa de sa part? Mais parce que Franchement. parce que vous pensez qu'on n'en avait pas parlé avant, Rotel Kriel. Ah oui, donc c'était accepté, c'est-à-dire qu'il le faisait avant. Vous pensez vraiment que Jean-Luc Mélenchon et le groupe parlementaire de la France Insoumise agissent de manière complètement séparée? Il reste le boss, quoi. C'est lui le boss. Mais c'est pas. Mais vous avez vraiment une vision extraordinaire. C'est-à-dire que si vous dites Non, qu'on mais discute on avec est Jean-Luc détendu Mélenchon, ici, vous savez bien. bah, je sais, je vois, mais moi aussi je suis très détendu. Mais si Non, mais vous c'est lui le patron. Non, mais quand vous dites Jean-Luc Mélenchon, ah ouais, c'est lui qui décide de tout, etc. Quand vous dites, vous allez, on discute avec lui, on le consulte, vous dites, ah, c'est lui le boss. Bah, on discute, mais bien sûr que Jean-Luc Mélenchon, il a une place importante. Enfin, il a été 3 fois candidat à l'élection présidentielle et il a fait, il y a quelques mois, 22% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, celles et ceux qui pensent qu'ils vont le mettre à la retraite, je leur dis juste, il va falloir se lever tôt pour y Il y en a, arriver. c'est- Bah, c'est vrai que c'est qu'il a plus de 65 ans, c'est vrai. Oui, et Et alors oui, donc c'est vrai que ça serait pas juste. Hein. Alors, C'est vrai que ça votre serait question pas est très juste. Hein. intéressante parce qu'elle permet de dire quand même quelque chose d'intéressant. C'est que quand on propose de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans, on n'oblige pas les gens à partir à la retraite à 60 ans. Vous voyez, ça se passe. Mais j'ai un l'impression que argument politique. chez vous, il y en a qui le mettraient bien, si ce n'est à la retraite, en tout cas en lui disant que son heure n'a pas sonné. Ah bon, qui? François Ruffin. Mais pourquoi vous dites ça? Mais Sur la base de quel élément? Parce qu'il n'a pas exclu, voire plus, il y a 10 jours, d'être candidat à la prochaine fois. Progressivement, il établit son corpus idéologique, y compris sur des questions sociales, en disant que vous avez abandonné le peuple, en disant que sur les questions de sécurité, d'immigration, il n'a pas la même ligne que la France Insoumise, que quand on lui parle de sécurité des quartiers, il dit oui, c'est des vrais sujets, il faut en parler. Et vous pensez pas que nous, on dit l'inverse? Non, mais il est plus Vous parlez proche, pas pareil. il est plus proche de Fabien Roussel Mais que de vous, souvent. attends. Manuel Bompard, vous parlez S'il est pas plus pareil. proche de... Alors attendez, je vais répondre aux différentes Ouais, on questions. va revenir un petit peu aussi. Je réponds juste rapidement pour qu'on Allez-y, puisse- tout à fait. S'il est plus proche de Fabien Roussel, il serait dans le groupe communiste. Donc il est dans le groupe de la France Insoumise. Donc vous voyez bien que c'est pas le cas. Pour le reste, tous les sujets dont vous avez parlé et qu'évoque François Ruffin, c'est des sujets sur lesquels on se positionne. Vous pensez que les questions de sécurité ne nous importent pas? Vous pensez qu'on n'en a rien à faire? Vous pensez que ça ne nous concerne pas? Vous pensez qu'on n'a pas de programme sur le sujet? Donc il faut pas dire ça. Pour le reste, je pense qu'on va pas commencer à discuter des élections présidentielles de 2027 aujourd'hui. Je pense que c'est un peu prématuré, non? Bah, ça dépend s'il y a Si une vous voulez en dissolution. parler, allez-y, Ça dépend mais- s'il y a une dissolution. Mais Je peux la pas voir. dissolution, ce ne sera pas 2027 dans ce Non, cas. c'est pour ça. Bon, alors, les mesures pouvoir d'achat. Parce que la conception, on a envie de savoir quelle est votre conception de l'opposition. Elle est la motion de censure lundi, après-midi, qui va être discutée. Mais est-ce que c'est aussi un peu de réponse sur des mesures précises ou est-ce que c'est non à tout, par principe? Parce que, étant donné que vous déposez votre motion de censure avant même d'écouter, est-ce que, par exemple, le projet pouvoir d'achat, c'est sûr que vous ne le voterez pas et qu'il n'y aura rien qui passera? Mais vous ne pouvez pas à la fois m'interroger sur le fait, ce qu'a dit monsieur, que le pouvoir revient au Parlement, qu'il va y avoir davantage de pouvoir de discussion. Donc vous dites c'est de possible. conviction. Donc peut-être que si vous passez des choses, Mais je vous dis, on est au début d'un débat parlementaire. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire à la fin.
On va discuter, on va débattre, on va essayer de convaincre. On a mis des propositions sur la table. On a déposé, nous, notre propre proposition de loi sur le sujet et on propose des solutions. Maintenant, si vous me demandez si ces solutions sont différentes de celles qu'il y a dans le projet de loi tel qu'il est proposé par le gouvernement, c'est clair que oui. Et c'est des logiques politiques qui s'opposent. Maintenant, on va laisser de la place au débat parlementaire pour voir si on arrive à convaincre ou pas. Et puis à la fin, vous savez très bien comment ça marche dans un texte comme ça. Il y a des aspects, s'il y a des aspects positifs, on votera en faveur des aspects positifs. S'il y a des aspects négatifs, on s'opposera à ces aspects négatifs. Je peux vous en donner Par exemple, plusieurs. sur le fait que vous proposez la baisse du litre d'essence de carburant à 1,40 €, n'est-ce pas? Là, le gouvernement propose une indemnité carburant ponctuelle pour 11 millions de foyers entre 100 et 300 €, c'est-à-dire pour ceux qui en ont le plus besoin et pas pour tout le monde. À l'écologiste que vous êtes, puisque Jean-Luc Mélenchon avait un programme très écologiste, vous ne trouvez pas que c'est illogique de baisser tellement le prix du litre de carburant pour tous ceux qui ont les moyens de le payer? Est-ce que ce n'est pas une forme d'encouragement aux énergies fossiles, alors qu'en revanche, le concentrer sur ceux qui en ont besoin, c'est les aider, alors que si on le baisse pour tout le monde en profite. Alors, et donc, les énergies fossiles et le carburant est encouragé. Une question dans la question. Non, il n'y en a qu'une seule. Non, je vais alors juste compléter votre question. Effectivement, il propose d'introduire ce dispositif, mais en même temps de supprimer le dispositif existant pour l'instant. C'est-à-dire la ristourne sur le prix du carburant. Pour tout le monde, donc, parce qu'il y en a qui ont les moyens de payer ce prix du carburant. Non, mais je dis ça parce que sur un certain nombre de sujets, cette proposition de loi, elle s'appelle pouvoir d'achat. Donc les gens pensent normalement que ça va leur permettre de gagner du pouvoir d'achat. Je pense précisément l'inverse, et je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples. Je pense que c'est une loi qui vise à entériner une baisse de pouvoir d'achat. Peut-être qu'à la compenser un peu, mais pas à la compenser totalement, en tout cas. Donc ça, c'est un point de vue philosophique par rapport à cette loi. Pour le reste, sur la question écologique, est-ce que oui ou non, petit à petit, il va falloir organiser la transition et se passer des énergies carbonées? C'est une évidence. Est-ce que vous allez le faire en empêchant celles et ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler tous les jours, en leur disant ça va coûter plus cher de payer votre carburant? Je pense que ce n'est pas la bonne solution. On est d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc vous voulez baisser pour tout le monde à 1,40 €. Et le gouvernement propose d'aider ceux qui ont besoin justement d'utiliser leur voiture. Donc c'est ça. Mais ceux qui en ont besoin, on va les aider parce qu'on ne peut pas les empêcher. Au contraire, ce serait une contrainte. Mais en revanche, si on baisse le prix pour tout le monde, on aide les plus favorisés. Vous ne mettez pas la différence entre notre proposition et la proposition du gouvernement au bon endroit. La différence, elle est que la proposition gouvernementale vise à prendre de l'argent public et en quelque sorte à la donner sous forme de chèques, d'indemnités, ça dépend des fois, ça dépend sur quel sujet. La proposition que nous formulons, elle est d'une philosophie tout à fait différente. Elle vise à aller reprendre dans la poche de celles et ceux qui, l'année dernière, ont fait un record historique de dividendes et en leur demandant de participer à la solidarité nationale. La principale différence entre les propositions gouvernementales et les nôtres, c'est celle-là. J'étais tout à l'heure en commission des finances avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il identifie les causes de l'inflation, il les identifie toutes, il en oublie juste une, ça s'appelle la spéculation. Et comme si ce sujet-là n'existait pas. Au mois de mai, sur les achats, je passe au blé, juste pour vous donner cet exemple-là, sur les achats du blé sur la bourse de Paris, 70% des achats étaient l'objet de spéculateurs. Est-ce qu'à un moment, on peut se poser la question de savoir si dans l'augmentation des prix, il n'y a pas des gens qui en profitent? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait pour en reprendre ce qu'ils sont en train de prendre aux Françaises et aux Français? Ça, c'est la différence fondamentale entre les propositions qui sont les nôtres et les propositions qui sont celles du gouvernement. Donc moi, je dis blocage des prix. Pourquoi je dis blocage des prix? Parce que alors, c'est les distributeurs qui doivent payer la différence et pas le budget de l'État. Ça, c'est une différence importante. Et ça, c'est un vrai débat politique. Donc c'est le blocage des prix pour que Total baisse son prix, qui a déjà commencé à baisser son prix, mais pas assez à vos yeux. Pas seulement à mes yeux. Je pense que vous allez interroger les Français, ils vont vous dire qu'ils ne l'ont pas baissé assez. Simplement, je n'étais pas en commission des finances, mais Bruno Le Maire a dit à la sortie du Conseil des ministres, a parlé des spéculateurs et a évoqué ce sujet. Même Emmanuel Macron aussi. Ça ne m'avait pas échappé qu'Emmanuel Macron en avait parlé. Maintenant, c'est pas ça que je ne veux pas dire qu'ils n'en ont pas parlé, mais qu'est-ce qu'ils proposent? Non, parce que c'est bien d'en parler. Moi aussi, je peux en parler. Mais une fois que vous avez parlé du fait qu'il y avait des profiteurs de guerre, vous mettez sur la table des mesures pour aller leur reprendre une partie du butin, non? Bon, il n'y a rien. Pas de taxe spéciale sur les hausses de dividendes, sur les super profits, pas de blocage des prix. Et quand on pose la question du blocage des prix, on nous dit oui, mais si vous faites ça, ça va être la pénurie parce que ça, c'est un débat aussi intéressant. Parce qu'en gros, on va plus vouloir vendre du carburant en France.
Alors moi, je dis, trouvez-moi l'entreprise qui va s'asseoir sur un marché de 60 millions d'habitants, voire, puisque nous, c'est une proposition que nous avons fait, que nous discutions ça à l'échelle européenne, sur un marché de 450 millions d'habitants. Je pense que ça n'existe pas. Et si, quand M. Rocard avait bloqué les prix pendant la guerre du Golfe, il y avait eu une pénurie, on s'en serait rappelé. Donc vous voyez, je trouve que ça, c'est des sujets de débat intéressants et j'espère qu'on les aura dans l'hémicycle. Si vous surtaxez un grand groupe comme Total, qui a été fait dans plusieurs autres pays européens, profite effectivement de la situation. Qui est une vraie question. Du coup, vous diminuez ses profits et donc ensuite il payera moins d'impôts sur ses bénéfices. Donc d'une certaine façon, à la fin, l'État percevra moins de recettes. Donc votre système, il n'est pas très vertueux en réalité. On fait le choix qui vous arrange. Soit on taxe les dividendes à la fin de la chaîne. À mon avis, on peut faire mieux, c'est bloquer les prix pour faire en sorte que ce ne soit pas les Français qui payent les dividendes. Si ça vous dérange pas... L'argent public, c'est toujours l'argent des Français, de toute façon. Oui, enfin moi, la proposition que je fais, pour des gens qui sont souvent, on nous interroge sur l'attachement à l'équilibre des comptes publics, ça devrait vous intéresser. Moi, je suis en train de vous dire, on ne va pas distribuer d'une main ce qu'on prend de l'autre. Je suis en train de vous dire, on va aller chercher de l'argent ailleurs parmi celles et ceux qui en profitent, parce que je trouve que c'est pas moral de profiter de la situation. Vous allez peut-être les convaincre sur les super profits, parce que c'est les. J'aimerais bien les convaincre. Voilà, donc vous me donnez un exemple. Donc je peux pas vous dire aujourd'hui à la fin qu'est-ce qu'on va faire. Après, je vais pas vous mentir. Sur les propositions telles qu'elles sont sur la table aujourd'hui, si ça bouge pas, c'est clair qu'on va pas voter pour. Un mot quand même. Hier, la Première ministre a dit que le gouvernement allait nationaliser EDF. C'était dans votre programme. Ouais, c'est bien. Alors, vous êtes content? J'ai juste besoin de savoir qu'est-ce qui se cache derrière la mesure. Parce que s'il s'agit de nationaliser... Vous pouvez dire non, mais bien déjà. J'ai commencé par vous dire je suis content. Et puis après, je vous dis, mais je suis vigilant quand même. Parce que ce ne serait pas la première fois. Bon, s'il s'agit de nationaliser EDF, pour ensuite faire les investissements qu'il faut faire, notamment pour construire les nouveaux EPR, pour faire le grand carénage, c'est-à-dire le programme de renouvellement des centrales. Et puis une fois qu'on a bien nationalisé les investissements, on reprivatise les choses pour qu'ensuite les recettes elles soient privatisées, ça ne sera pas une très bonne opération pour les comptes de l'État. Donc je dis attention, vigilance sur ce qui se cache derrière cette mesure. Autre chose, justement sur la Commission des finances. Vous avez vu aujourd'hui, Éric Coquerel a annoncé une mission d'information sur les cabinets privés à la suite des polémiques McKinsey et Capgemini. Et vous avez vu la réaction de votre collègue de la NUP, Éliane Assassi, une élue communiste qui a signé le rapport sénatorial. Elle n'est pas contente. Elle a dit « J'annonce qu'un travail sérieux et rigoureux a déjà été réalisé au Sénat par une commission d'enquête transpartisane qui a ensuite déposé une proposition de loi qui ne se limite pas, et elle dit, à des polémiques. Elle est assez sévère. Elle dit, vous faites un peu un coup de com', un coup de pub. Quoi. Mais le travail, il est déjà fait, il a déjà été fait, y compris par vos amis politiques. Mais Rotécrief, c'est bien que ça ait été fait au Sénat, mais ça n'empêche pas que ça soit fait aussi à l'Assemblée nationale et qu'on dispose d'un maximum d'éléments pour ensuite légiférer dans des bonnes conditions. Ouh là là, mais elle avait même dit, c'est beau le rassemblement. J'avais pas lu la citation jusqu'au bout. Ça sera beau. Elle est ironique, elle est ironique. Ah, c'était ironique. Elle est très ironique, oui. Écoutez, franchement, je sais pas, si vous voulez, on peut essayer de trouver les points qui vont permettre de s'affronter. Mais le groupe vite. Mais je plaisante. Non, mais vous pouvez plaisanter, ça me dérange pas. Mais pour l'instant, parce que quand je venais sur les plateaux de télévision pendant la campagne, on me disait oui, la NUP, vous savez très bien, c'est un accord de circonstances. Au lendemain des élections législatives, tout ça va exploser. On nous a dit ça la première semaine. Et puis finalement, on dépose une motion de censure, les 4 groupes en commun. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement, ça continue à bien fonctionner. Donc c'est pour ça que peut-être cette commission, ça va les vexer, quoi. Des fois, il y a des débats, et moi, je pense qu'il ne faut pas du tout mal le prendre. C'est très bien qu'il y ait eu ce travail au Sénat, et s'il peut inspirer le travail de l'Assemblée ou le compléter, ça sera très bien. Il y a eu une autre polémique aujourd'hui, vous allez dire, on fait exprès, mais franchement, c'est pas nous. Ça vient de chez vous, parce que ce sont les avocats de Tahabou Havs qui ont dit aujourd'hui qu'il veut connaître les accusations dont il fait l'objet afin de pouvoir y répondre au même titre que n'importe quel citoyen publiquement accusé, et qui disent qu'il y a un risque de justice politique qui reposerait sur des indices dont seuls les destinataires connaîtraient la teneur. Bon, on rappelle les faits. Donc Tahabou Havs qui était candidat pour vous et qui s'est désisté et qui a fait un tweet pour dire qu'il n'en pouvait plus des attaques racistes. En réalité, on a appris que la commission contre les violences sexuelles et sexistes de votre parti lui avait dit qu'il y avait des plaintes contre lui, qu'il fallait qu'il se retire, mais qu'en fait, c'était peut-être mieux, c'est ce qu'on comprend, c'est peut-être mieux de dire que c'était pour les attaques racistes qu'il se retirait. Vous comprenez mal, mais je vais préciser votre question. D'abord, il n'y avait pas de plainte, il y avait ce qu'on appelle des signalements. Non, mais je le dis pour que les choses soient claires, ce n'était pas auprès de la justice. Pour le reste,
Personne ne lui a dit d'invoquer un motif qui ne serait pas le motif réel. La seule chose que nous avons dit C'est ce qu'il dit. Lui, il dit, on m'a dit, on m'a dit de dire que ce sont la campagne raciste contre moi. J'ai lu son témoignage, c'est ce que lui dit. Et il y a même Jean-Luc Mélenchon qui a fait un tweet pour dire « Oh, je suis tellement désolé de ne pas l'avoir soutenu ». Ça, c'est ce que lui dit. Moi, je n'étais pas présent à cette discussion. Mathilde Panot nie pas. Hein. Mais elle dit on lui a fait comprendre. Écoutez, non. Mathilde Panot, elle dit précisément la même chose que ce que je vais dire à cet instant, c'est-à-dire que clairement, quand ils ont eu cette discussion, je n'y étais pas. Il a été dit les choses de manière très précise, c'est qu'il y avait une confidentialité sur les raisons réelles de sa décision. Pour une raison simple, c'est que vous avez des femmes qui s'adressent à cette commission et qui disent je veux que mon témoignage reste anonyme. Et donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas expliquer la raison pour laquelle il a dû se retirer. Ce qui crée cette difficulté. Maintenant, je ne vais pas esquiver votre question, il faut être clair et franc sur ce sujet. Il y a des défis qui sont des défis nouveaux. Cette vague MeToo, qui à mon avis est positive, elle crée des défis nouveaux. C'est comment on traite ces questions dans les organisations politiques. Et parfois, on est confronté à des situations qui sont difficiles. Parce que là, par exemple, typiquement, vous avez des femmes qui font ce signalement, qui à ce stade, peut-être qu'elles vont changer d'avis, ne veulent pas aller devant la justice, qui veulent rester anonymes. Et en face, vous avez une personne qui, c'est légitime, demande à pouvoir connaître les accusations dont il est accusé pour pouvoir y répondre. Et donc, on est dans une difficulté, je ne veux pas la contester. Donc maintenant, on doit réfléchir ensemble. Et moi, j'appelle à un débat qui soit un débat serein et apaisé sur comment on résout ces contradictions-là. Parce que les difficultés, ce n'est pas la commission. C'est-à-dire que la commission est tout de suite soupçonnée d'être un instrument politique. Est-ce que c'est pas plus simple d'utiliser quelque chose qui s'appelle la justice? Mais comment vous faites? Il faut qu'il y ait une plainte des femmes. Il faut qu'il y ait une plainte des femmes. Si ça avait été le cas, ça serait sans doute le plus simple. Sauf que la réalité, pour convaincre ces jeunes femmes. C'est le travail, notamment, que s'astreint à faire cette commission. Contrairement à un certain nombre de caricatures que j'ai pu voir par ailleurs, cette commission n'a jamais eu vocation à se substituer à la justice. Elle essaye d'accompagner les femmes, de les libérer parfois d'un certain nombre de verrous qui font qu'elles n'ont pas envie d'aller jusqu'à la plainte. Non, mais ce qui a été un peu surprenant, c'est pourquoi est-ce qu'il fallait couvrir ce retrait par... C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. D'accord. La réalité. Non, mais lui, il dit qu'il a fallu... sur ce point, sur ce point, je pense qu'il a mal... Je ne sais pas s'il ment ou s'il a mal interprété la discussion. Non, mais en tout cas, c'est pas ce qui lui a été dit, bien sûr. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il a fait... Il a dit qu'il partait à cause de cela. Et il a été soutenu par un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il était trop désolé parce qu'il aurait dû plus le soutenir. Mais attendez, là aussi c'est pareil, on est sur un sujet difficile, mais essayons de poser les choses. C'est pas parce que cette personne a été l'objet d'un signalement, ce qui a amené au fait que finalement il retire sa candidature, que pour autant le fait de dénoncer la campagne dont il était l'objet avec des insultes racistes sur les réseaux sociaux n'était pas pertinent. On peut être à la fois soupçonné d'avoir fait des choses qui ne sont pas bien, c'est un soupçon d'ailleurs, il n'y a pas de démonstration de preuve aujourd'hui, et en même temps ce n'est pas normal pour autant d'être victime de campagnes racistes, et on peut tout à fait faire mais bien sûr, la question c'était de ne pas habiller l'un par l'autre, et d'en faire de la politique, d'en faire un objet politique. Face à cette difficulté, je l'assume et je la dis telle qu'elle est, parce que j'aspire à ce qu'on puisse débattre de ces sujets de manière sereine. Est-ce que vous allez... Vous me posez la question, est-ce que c'est la commission qui pose le problème? Non, je dis qu'il y a très facilement le soupçon d'une instrumentalisation politique. Tout à fait, mais j'entends tout à fait ce que vous dites. Et moi, je ne nie pas cette difficulté. Mais reconnaissez au moins que nous avons fait un travail, nous avons mis en place cette commission, nous essayons de mettre en place les procédures pour traiter ce type de problème. Je pense que même si des fois ça conduit à des difficultés, je pense que c'est mieux de faire ça que de ne rien faire. Parce que si vous faites rien, ça veut dire que vous considérez que ce sujet n'existe pas. Or, vous savez qu'il existe dans tous les groupes humains, que ce soit les organisations politiques, les médias. Alors, qu'est-ce que vous faites sur la plainte qui a été déposée contre Éric Coquerel, puisque c'est une plainte là. Oui. C'est une plainte qui a été déposée par Sophie Tissier et qui en fait parle dit harcèlement sexuel et comportement qui s'apparenterait à une agression sexuelle. Donc on n'est même plus au niveau du signalement ni rien du tout. Et à ce moment-là, vous dites quoi? Mais je dis que cet élément, comme les signalements qui ont été transmis, il y a une commission et cette commission, elle les traite. Mais il n'a jamais été dit nulle part qu'il devait y avoir une automaticité entre une plainte et une décision politique. Vous rendrez public la décision de la commission. Où l'on retrouve la commission comme instrument politique. C'est-à-dire mais que pourquoi comme instrument politique? Selon la personne qui est signalée... Mais pourquoi vous dites ça? Attendez. Non, mais je dis... Qu'est-ce qui vous permet? Quel est le risque? C'est le risque. On a vous pouvez avoir ce soupçon, mais ça c'est parce que dans ce cas-là, vous pensez qu'on est malhonnête. Mais si vous pensez qu'on est malhonnête, je peux rien y faire. Attendez. Vous rendrez public la décision de la commission sur Éric Coquerel? Je ne sais pas, c'est la commission qui le fera. Mais écoutez, moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que non?
Attendez. Je n'en sais rien, la commission mettra en place. Confrontation entre Sophie Mais Tissier écoutez, nous, dès qu'il y a un signalement, il est traité d'une manière ou d'une autre. Confrontation on l'a toujours entre, fait. Et Mme quand il n'y a pas de Tissier- signalement, et c'est pas traité parce qu'il n'y a pas de signalement et que sur Non, mais ces la commission, sujets-là, elle a dit qu'elle n'avait pas eu de signalement. Sophie Tissier dit qu'elle a fait le signalement. Non, Bon, c'est un peu pareil, compliqué. on Hein. crève, s'il vous plaît, dites les choses C'est telles vrai. qu'elles se sont passées. Oui, mais là, vous laissez entendre que la commission a menti. La commission Non, a elle dit a qu'il pas n'y menti, avait pas elle a de dit qu'elle avait signalement. pas eu de Il n'y en signalement. avait pas. Mais Et elle dit ensuite- qu'elle a fait. Non, elle a dit qu'elle l'a fait après, madame. Ah, dites la vérité dans la chronologie des faits, sinon vous créez du trouble. Sophie Tissier n'a jamais dit qu'elle avait déposé son signalement avant le moment où elle l'a fait, c'est-à-dire dimanche, jamais avant. Donc la commission n'avait pas eu de signalement, faut dire la Monsieur vérité. Bompard, puisque Sophie Tissier a porté plainte Oui. auprès de la justice, est-ce que ça veut dire que la commission se dessaisit de façon automatique, puisque c'était maintenant à la justice d'instruire ce dossier? Je ne crois pas parce que je pense qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, il y a le traitement judiciaire d'une affaire de cette nature. Et après, il est du droit des formations politiques de considérer que tel agissement n'est pas compatible avec l'appartenance à son parti politique. Je ne parle pas, bien évidemment, pour Éric Coquerel, mais pour d'autres. Donc, c'est deux aspects différents, mais qui sont complémentaires. L'un ne se substitue pas à l'autre. Elisabeth Borne dit dans Elle que les responsables politiques ont un devoir d'exemplarité. Vous partagez ce point de vue? Mais les responsables politiques ont toujours un devoir d'exemplarité, mais pas que sur ces questions, sur toutes les questions, bien évidemment. Donc sur ce type de comportement, parce qu'elle fait directement référence, Mais qu'est-ce que s'agissant de Damien Abad, à ce type de comportement. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce type de comportement. Non, parce non, que là, vous si. parlez d'une personne. Parce que là, vous parlez, pardonnez-moi, je veux pas. Parce que je sais que sur ce sujet. Non, on ne fait pas de faut toujours comparaison. faire On ne fait attention. pas de comparaison Mais entre les je deux. vous hein. dis pas de faire. Mais c'est juste que vous savez très bien que vous ne pouvez pas comparer ces deux aspects. Non, on les compare Et pour pas. le reste, sur cette affaire-là, il y a une personne qui dit le samedi que les agissements dont elle parle ne sont pas pénalement répréhensibles et le dimanche dépose une plainte. Donc moi, je ne sais plus quelle version il faut croire. Donc c'est pas mon travail, mais il faut être un peu sérieux et un peu cohérent. On ne joue pas avec la vie des gens comme ça. Non, la question, elle est que vous devez peut-être démontrer, mais c'est difficile, qu'il n'y a pas deux poids deux mesures et que selon la personne Mais qui est bien concernée, la parole des femmes est écoutée tout autant dans tous les cas. Mais elle l'est. Et si vous pensez, Et donc là, il y aura des auditions, il y aura des discussions, il y aura une forme d'enquête par la commission. C'est ça qu'on. Mais bien évidemment, mais pardonnez-moi, et je veux surtout pas. Mais il n'y a pas entre, y compris l'affaire Tahabouaf dont vous avez parlé et les accusations contre Éric Coquerel, vous pouvez pas mettre un signe égal, pas parce que l'un serait un dirigeant politique et l'autre n'en serait pas un, mais parce que les faits dont il est question, et encore une fois, dont il se défend, je ne suis pas en train de dire que ces faits sont réels, mais les faits dont il est question sont des faits de nature totalement différente. Mais chez vous, sympathisants, il peut y avoir un doute. Oui, il y a une. Que t'as à boire, c'est vous. On le voit Mais sur les réseaux attendez, sociaux. mais il y a Alors, un on va doute de- finir. Bon, enfin, je pense que ça vaut pas le coup qu'on passe 15 minutes par ailleurs sur le sujet, mais je vous ai dit précisément, et je pense avec honnêteté, la difficulté parfois avec laquelle on est confronté pour traiter ce type de Mais on cas. apprécie beaucoup cette honnêteté. Et plutôt que des Je procès, vais vous dire franchement- tel criait, je vais vous dire franchement, plutôt que des procès, j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble dans toutes les organisations politiques et dans tous les groupes humains. Vous le dites Parce que- franchement. Mais Eh ben, comment on on apprécie beaucoup cette franchise et cette manière de poser le problème. Ça n'a pas été tout de suite le cas, mais c'est très bien. Ça veut dire Bah, que tout ça le n'a monde pas toujours avance. été le cas de la part des médias non plus. Tout le monde avance. Donc forcément, le traitement de ce type d'affaires par les médias n'aide pas non plus à avoir un débat serein sur le sujet. Mais parfois, c'était les autres qui étaient de l'autre côté et vous étiez aussi avec les médias. C'est précisément. ça le problème, c'est que Mais- vous vivez mais- une situation, Ça va vite. vous vivez Mais une pareil. situation que d'autres ont vécue Mais et non, vous la vivez pour la première fois. Mais non, je suis pas d'accord avec vous, parce que là encore, quand vous faites ça, excusez-moi, OTCRF, mais vous venez d'une certaine manière faire une comparaison entre des situations qui sont des situations totalement différentes. Parce que moi, j'ai jamais sauté sur quelqu'un à qui on a reproché, sauter médiatiquement sur les plateaux de télé, sur quelqu'un à qui on aurait reproché les faits dont on parle concernant Éric Coquerel. Par contre, oui, je l'assume, j'ai dit et je le redis ici, qu'une personne qui est triplement accusée de viol et 2 fois après avoir des accusations drogué une femme ne peut pas être membre du gouvernement, je le pense. Et ça n'a rien à voir avec la situation d'Éric Coquerel. Et donc Voilà je pense qui est qu'on dit. peut avoir un peu de précision sur le Voilà sujet. qui est dit, mais c'était pas notre intention de comparer ou de mettre de signe égal entre les situations, mais c'est une situation. Alors, Bastien Auger est à l'Élysée. Restez avec nous, Manuel Bompard. On va voir ce qu'il a dit, le président Macron, à ses troupes ce soir, Bastien. Oui, dans le jardin de l'Élysée, aux côtés d'Elisabeth Borne, la Première ministre, Emmanuel Macron a donné, pardonnez-moi, un petit retour dans l'oreillette, Emmanuel Macron a donné quelques conseils, pour ne pas dire consignes, à ses députés. Je vous demande d'être en campagne permanente, leur a-t-il lancé. Il faut que la peur du combat ne soit pas chez nous, selon un participant à
à cet échange, eh bien, c'était une manière pour Emmanuel Macron de dire qu'il fallait que ce soit surtout les oppositions qui aient peur d'une éventuelle dissolution. Et donc, il fallait les inciter à faire des compromis. Emmanuel Macron a également indiqué qu'il faudrait probablement faire moins de textes et des textes moins nombreux que sous le premier quinquennat. Cet échange, c'était une manière pour le président de la République de motiver, pour ne pas dire de remotiver ses troupes. Un conseiller de l'exécutif me disait cet après-midi, certains dans la majorité ont trop intégré les éléments de langage des oppositions selon lesquels on aurait perdu les élections législatives. Emmanuel Macron sait qu'à défaut d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il a besoin d'une majorité motivée et unie. Merci beaucoup, Bastien Ogier depuis l'Élysée. Un dernier commentaire, Manuel Bompard. Le président de la République regroupe ses troupes, c'est normal. Maintenant, je pense que, puisqu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait moins de textes, je pense que le problème n'est pas vraiment la quantité, je pense que c'est plutôt la qualité. Et nous, c'est sur ça qu'on va se battre. Et puisque vous dites souvent, est-ce que vous allez être une force de blocage? Je rappelle qu'on a fait un certain nombre de propositions sur l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG, sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement peut aussi les reprendre, sinon c'est lui la force de blocage. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau et puis d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions et avoir dit que les choses étaient compliquées. Ça, c'est bien. Elles le sont, parfois. On est d'accord. On essaye de les rendre plus simples. Merci d'avoir été avec nous.